Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo. Aujourd'hui, nous parlons des crédits immobiliers en 2025. Une année qui s'annonce pleine de promesses, mais aussi d'incertitudes pour les primo-accédants et les investisseurs. Pour décrypter les perspectives du marché, nous recevons Caroline Arnoux, elle est directrice générale de CAFPI. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Et ravi de vous recevoir à nouveau. Caroline, les taux de crédit immobilier poursuivent leur baisse avec des niveaux à 3,31% sur 20 ans et même des conditions à 3,13% pour les meilleurs profils sur 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les facteurs derrière cette dynamique positive sur les emprunteurs ? Alors oui, effectivement, on arrive aujourd'hui à des taux entre 3 et 3,40. Il faut se souvenir qu'en janvier, on était plutôt autour de 4,50. Ah oui. Janvier dernier, donc depuis début 2004, on a une tendance baissière assez forte avec plusieurs facteurs. Le premier, bien évidemment, c'est la baisse des taux de la BCE. Puisque la BCE, vous vous souvenez, avait augmenté très fortement ses taux de façon ininterrompue face à une inflation qui avait explosé suite à la guerre en Ukraine, la tension sur les matières premières, etc. Et là, dans l'idée de freiner effectivement cette inflation, avait augmenté les taux. Les taux sont arrivés à 4,50. L'inflation commençait à refluer. L'objectif de la Banque centrale pour avoir une économie qui est saine, c'est une inflation autour de 2%. Donc l'objectif, c'est 2%. Donc pour atteindre cet objectif aussi et puis parce que l'économie s'essouffle aussi un petit peu, il faut réinjecter, redynamiser la croissance. Donc depuis le mois de juillet, la BCE opère des baisses des taux, des baisses régulières. La dernière était le 12 décembre. Un petit peu avant Noël. On doit être à 3,15 en taux directeur. Là, on est monté à 4,50, effectivement. Et donc, ça veut dire que les taux de refinancement et les taux de dépôt sont plus bas, ce qui incite les banques à prêter plus. Donc, une liquidité moins chère fait que les banques reviennent sur le marché. Donc, le premier facteur, c'est la baisse des taux de la BCE. Le deuxième facteur, c'est les banques. C'est les banques qui commencent à reprêter, qui vont depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet dernier, toutes les banques sont revenues. Souvenons-nous aussi qu'on était dans une période de blocage. Oui, c'est vrai qu'on a eu une période de blocage, où il y a plusieurs banques avaient complètement fermé les robinets parce que les marges... En septembre, oui, c'est ça, entre juillet et septembre 2023, c'était vraiment ça. Exactement, c'était complètement bloqué. On avait certaines banques aussi, même pour leurs propres clients, qui renaclaient à faire des crédits. Là, depuis le mois de juillet dernier, toutes les banques reviennent sur le marché. Alors, évidemment, elles anticipent cette baisse des taux de la BCE et cette conjoncture pour elles positive, puisque le coût de la liquidité est un peu moins cher. Et surtout, elles veulent conquérir des clients. Il faut se souvenir qu'une banque, son PNB, c'est des comptes clients. C'est des comptes clients. C'est les comptes clients, c'est les cartes, cette volonté de recompenser leur marge également. C'est ce qu'elles avaient expliqué au moment où elles avaient fermé les robinets. Tout à fait. Donc faire de la marge, mais conquérir de nouveaux clients et puis équiper ces clients avec de l'assurance emprunteur, avec des cartes bancaires, avec de l'épargne, des comptes épargne, des assurances vie. Elles ont perdu un peu de confiance, j'ai l'impression, de la part de leurs clients traditionnels, les banques, avec cette histoire, non ? Oui, j'ai eu le sentiment. Oui, un petit peu, tout à fait. Alors, c'est très compliqué parce que je pense que l'emprunteur ne comprend pas toujours les mécanismes financiers qu'il y a derrière les banques. Effectivement, quand une banque décide de ne plus prêter, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas de gaieté de cœur et de dire non à un client. Elle le fait parce que elle n'est pas dans des conditions de pouvoir marger et au contraire avoir des marges négatives. Il faut savoir que le crédit est un produit d'appel pour les banques qui est très peu margé pour elles, qui leur permettent de faire de la conquête et de gagner de l'argent un petit peu sur les autres produits et sur la durée avec des clients.
Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, elles reviennent toutes en conquête. Mmh. Elles ont baissé leur taux depuis juillet aussi, voilà, de façon ininterrompue. Mmh. Et on démarre une année 2025 dans de très bonnes dispositions en termes de taux, d'orientation de taux, et avec la perspective d'autres baisses Oui, de d'autres la baisses Banque qui- centrale. Alors concrètement, pour les primo-accédants, qu'est-ce que ça va représenter ces baisses successives? Alors, ça représente déjà, pour les primo-accédants et pour certains emprunteurs, une resolvabilisation immédiate. Évidemment, quand vous avez des taux à 4,50 versus 3, Mhm. vous avez des dossiers qui passent plus Qui facilement. passe plus facilement. oui. Donc, et c'est tout ce qu'on a vu sur la fin d'année dernière, où vous avez des emprunteurs qui n'avaient pas pu acheter avant et qui se retrouvent resolvabilisés. Donc, c'est vraiment une hausse du pouvoir d'achat puisque on va pouvoir acheter plus grand. Hein, dans certaines villes, je parle notamment de Nantes par exemple, on peut avoir 11,5 mètres carrés en plus. Oui. Paris, on peut avoir 3 mètres 3 carrés. mètres carrés. 3 mètres Ah, oui. carrés, c'est déjà quelque Mais chose. en moyenne, je crois que c'est 6 mètres carrés. Hein, En, qu'on voi- a en dit. moyenne, c'est 6 mètres carrés, Ouais, donc ouais, une amélioration du pouvoir d'achat. Il faut voir que une différentielle de taux de 1% Mhm. sur 25 ans sur un crédit à 200 000, c'est 25 000 euros. Ouais. Hein, donc voilà, on a gagné. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux primo-accédants qui hésitent encore à se lancer? Je leur conseille de ne pas attendre la baisse des taux. La baisse des taux, elle a déjà eu lieu. Il Oui. y en aura certainement encore d'autres. Mm. Mais quand les taux étaient très bas, hein, on l'a vu, quand les taux étaient en dessous de 1%, Ouais. c'est là que les prix de l'immobilier ont flambé. Donc là, aujourd'hui, en ce moment, on est à un momentum où les prix de l'immobilier ont quand même continuent encore un petit peu à baisser, vont Ça baisse atterrir. encore un peu. Hein. Oui, oui, Voilà, va ça baisse atterrir. encore un peu, ça va atterrir. Donc on est à un bon moment au niveau du prix de l'immobilier. On est à un bon niveau. On peut négocier aussi son crédit. On peut négocier son prix immobilier parce qu'aujourd'hui, les agents immo le disent, il y a beaucoup de négociations. Hein. Presque 9 transactions sur 10 se font avec négo. Ouais. Parce que les gens ont gardé Oui, longtemps les leurs marges biens négo sont... en stock. Ouais, ouais. Et là, ils veulent vraiment. Il y a des propriétaires qui sont un petit peu acculés à la vente. Ouais. Pareil dans le neuf également. Hein, on a aussi pas mal de neufs à un peu décoter dans le prix. Donc je pense que le moment en ce moment est une bonne fenêtre de tir où on peut éviter les hausses de prix de l'immobilier qui pourront avoir lieu s'il est baisse trop. Alors, Caroline, vous anticipez une poursuite, hein, on vous le dit depuis tout à l'heure, hein, de la baisse des taux en 2025 avec une projection à 2,50% d'ici la fin de l'année. Quels impacts cela pourra avoir sur le marché de l'immobilier? En quoi les emprunteurs doivent-ils s'attendre? On l'a dit, hein, un point de baisse des taux, c'est effectivement des crédits moins chers, des dossiers qui passent plus facilement, des primo-accédants qui peuvent à nouveau accéder à la propriété, et puis également des secondo-accédants qui ont un peu freiné finalement la revente de leurs biens, parce que quand vous avez acheté avec un crédit à 1,50, revendre pour acheter à 4,50, c'est un petit peu bloquant. Donc je pense que cette nouvelle baisse des taux va toujours permettre aux primos de revenir sur le marché, mais surtout débloquer la partie des secondo-accédants, hein, qui est le marché de renouvellement. Donc les professionnels s'entendent sur le fait que 2025, on devrait être autour de 825, 850 000 transactions à peu près, un peu plus de 100 000 transactions en plus que 2024. Que 2024. Donc, c'est vraiment un redémarrage. La concurrence entre les banques, donc on l'a dit, hein, semble jouer un rôle important dans la négociation des taux. Comment CAFPI, comment chez vous, vous accompagnez vos clients dans ce contexte pour leur garantir les meilleures conditions de financement? Alors, il faut savoir que chez CAFPI, on a 100 partenaires bancaires. Hein, donc, ça veut dire les banques avec lesquelles on travaille. Vous avez les banques nationales, mais aussi les banques régionales qui, comment ça fonctionne avec des courtiers, envoient tous les mois leur barème de taux en disant voilà, sur 20 ans, sur 25 ans, sur tel type de profil, sur un primo, sur un secondo, sur du neuf, sur de l'ancien. Voilà un peu ma grille de taux. Donc, on a déjà un premier aperçu. Donc, nous, CAFPI, on sait déjà par rapport aux clients qu'on a en face de nous quel type de banque va correspondre le mieux à son profil, avec quel prix. Et puis ensuite, on rentre en échange avec la banque en négociant
effectivement encore des taux plus bas, des assurances plus basses. Voilà comment ça fonctionne. Oui, donc vous avez parlé tout à l'heure de cette combinaison de la baisse des taux et des prix qui permet donc d'acheter plus grand. Vous nous avez donné des exemples. On peut en avoir d'autres encore pour qu'on se rende bien compte. Alors, sur par un an, ville. je vais vous donner Ouais. quelques exemples de nombre peut-être de mètres carrés supplémentaires. Par exemple, ça parlera peut-être plus Les ce mètres genre. carrés supplémentaires, on est sur tout le territoire, entre 4 et 11%. Alors, en termes de mètres carrés, le plus important, on a noté, c'est Reims, avec 11,02 mètres carrés Ah oui, d'accord, gagnés ouais. en un an, entre D'accord. la baisse des prix et la baisse de crédit. Et puis, les grandes villes, toutes, on a gagné du pouvoir d'achat. Bordeaux, 5,83 mètres carrés. Lille, 8,47 mètres carrés. Ah oui, Là où on a un peu moins de gains de pouvoir d'achat, c'est un peu surprenant c'est d'ailleurs sur Marseille. l'île, parce que l'île a été quand même très, très tendue là-bas. Les prix sont chers. Donc c'est étonnant ce presque 9 Oui. mètres carrés. Tout à fait, tout à fait. C'est étonnant, mais on voit par contre, on a des villes qui gagnent peu, puisque les prix continuent à augmenter. C'est Oui, toute voilà, la partie ouais. sud-est, notamment Marseille. Marseille, c'est 4 mètres carrés supplémentaires seulement. C'est certainement seulement la correction un peu des taux et pas du tout de la baisse des prix, puisque les prix sur Marseille continuent à augmenter. On a du 9 mètres carrés à Nantes. Qu'est-ce qu'on a encore? Toulouse, Oui, on a quand 8 même mètres carrés. Donc, globalement, on peut acheter plus grand plus partout grand aujourd'hui. aujourd'hui. Les primo-accédants, ils représentent une part importante des emprunteurs. Quels sont aujourd'hui, d'ailleurs, ils reviennent ces primo-accédants. Tout à fait. Quels sont aujourd'hui les critères essentiels que les banques regardent pour leur accorder un prêt? C'est toujours les mêmes. En ce moment, évidemment, toutes les banques sont revenues, mais ce qu'elles regardent, c'est évidemment avoir un compte, on le dit toujours, qui est proprement tenu, c'est-à-dire pas d'incident de paiement, pas de découvert trop fréquent, pas de jeu d'argent. Donc, elles vont déjà analyser votre relevé bancaire. Donc, quand on fait un dossier, s'y prendre quelques mois à l'avance pour avoir des relevés bancaires, qui sont plutôt propres. Exactement. De l'apport. Aujourd'hui, on va retrouver des dossiers sans apport, mais on est toujours autour d'un apport de 10%. Un petit peu d'épargne, même pas beaucoup. Ça montre à la banque que vous êtes en capacité d'épargner. Donc, sur un compte d'épargne, verser 100 € par mois. Ça montre à la banque que vous savez un petit peu épargner. Et puis, évidemment, elle va regarder si vous êtes un couple, vous allez avoir des enfants. Donc, ça sont des profils qui intéressent les banques parce qu'elles vont pouvoir construire une relation et les équiper avec de l'assurance, etc. Elles vont évidemment vous demander de domicilier vos revenus chez elles. Voilà. Pour conclure, Caroline, si vous deviez résumer les perspectives des crédits immobiliers en 2025 en une seule phrase, ce serait laquelle? Reconquête. Reconquête, Effectivement, reconquête. On est dans une phase de redécollage du marché. Il reste, malgré tout, on n'en a pas parlé, mais ces incertitudes et cette instabilité politique qui finalement ne joue pas tellement sur les taux. On l'a vu. Non, ça ne joue pas sur les taux. Mais, oui, on l'a vu quand on a eu la dissolution, etc., ou le veto contre le gouvernement, la censure. Voilà, l'OAT, qui est lundi, l'OAT 10 ans, un petit peu bougé, un petit peu redescendu. Mais c'est vrai que ça joue un petit peu sur le moral, un peu. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même des achats aussi de cœur, de vie. Donc, il faut redonner aussi un petit peu de joie dans tout ça. Et c'est aussi, je dirais, une valeur refuge. C'est aussi une valeur refuge. Donc, même dans un contexte un petit peu mouvant, quand on ne sait pas ce que seront nos retraites demain ou autre, voilà, l'immobilier, ça reste une valeur assez sûre. Merci beaucoup, Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, d'avoir fait le détour par le studio de Radio J aujourd'hui. Merci, Marc. Mais je vous en prie, et puis à très bientôt. Tout de suite, l'info du jour. Vous écoutez Radio J. Radio J.
Et tiens, on va partir dans le quartier nord-ouest de Divonne-les-Bains, situé près de la frontière suisse, où les plus riches de la région savourent un cadre de vie exceptionnel. Ici, pour rejoindre les 10% des gens les plus aisés, il faut avoir un revenu mensuel de 9 578 € net après impôt. Ce coin prisé est peuplé de familles du Moyen-Orient, des travailleurs suisses et de retraités richissimes locaux. Les maisons y rivalisent de prestige, plus de 250 mètres carrés en moyenne, piscine, jardin, garage spacieux, entre proximité avec le lac Léman, aéroport de Genève et casino flambant neuf. C'est l'adresse idéale pour passer des jours heureux. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et c'est le moment de retrouver notre chronique, notre nouvelle chronique conseil, où nous répondons aux questions des auditeurs. Avec moi aujourd'hui, pour l'exercice, c'est Coralie Davin, elle est ex-notaire, elle est expert en droit immobilier. Bonjour Coralie. Bonjour Marc, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis ravie de répondre à vos questions aujourd'hui. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on en a pas mal. Alors, on commence tout de suite par une question qui nous a été posée par Déborah qui vit à Créteil. Et elle écrit « Ma mère m'a fait une donation d'un appartement à Paris, mais je m'inquiète pour la succession avec mes frères et sœurs. Comment éviter les conflits à venir ?» Alors, merci Déborah pour cette question. C'est une situation assez courante, mais elle peut parfois être délicate. Voici ce que je vous conseille. Tout d'abord, anticiper l'impact de la donation. Quand un bien est donné comme cet appartement, il sera pris en compte dans le futur partage de la succession de votre maman. Cela sert à garantir que chaque enfant reçoive une part équitable. Si votre mère souhaite vous avantager, elle peut le préciser, mais attention, cela doit respecter les droits de vos frères et sœurs. Il faut également évaluer clairement la valeur du bien. Il est essentiel de fixer une valeur précise pour cet appartement. Je vous conseille de faire appel à des experts pour cela. Deux ou trois évaluations faites par des agences immobilières sont nécessaires. Il faut également communiquer ouvertement en famille. L'un des meilleurs moyens d'éviter le conflit est la transparence totale au sein de la famille. Votre mère peut expliquer tout simplement les raisons de la donation, que ce soit pour vous récompenser par exemple de soins légitimes prodigués par vos soins ou pour d'autres motifs personnels. Et je vous conseille également de consulter un notaire pour sécuriser la démarche. N'hésitez pas à pousser la porte d'une étude notariale. C'est gratuit en plus. Un premier rendez-vous, sur une problématique peut souvent être offert gracieusement, notamment si par la suite vous envisagez de confier l'acte juridique au notaire. Alors Coralie, vous avez parlé de l'importance de la communication, mais soyons honnêtes, c'est pas toujours facile dans une famille. Alors non, Marc, vous avez tout à fait raison. Parfois, aborder ce genre de sujet peut être source de tension, mais mieux vaut une discussion franche aujourd'hui qu'un conflit demain. Et si cela semble compliqué, évidemment, le notaire peut aussi jouer un rôle de médiateur. Oui, exactement. Très juste. Déborah, j'espère que ces conseils vous aideront à aborder la situation sereinement. On va passer maintenant à une question de Julien qui vit en concubinage et il se demande comment se protéger juridiquement en cas de séparation si on achète un bien immobilier à deux. Merci Julien pour cette question. Acheter un bien en concubinage est une belle étape, mais elle demande quelques précautions. Voici mes recommandations. Alors tout d'abord, il faut choisir le bon régime de propriété. La situation la plus courante, c'est tout simplement l'achat en indivision. C'est chacun est propriétaire à hauteur de sa contribution financière. Par exemple, Julien, si vous contribuez à hauteur de 60% et votre compagne 40%, vous serez propriétaire dans ces proportions. Si vous souhaitez une gestion plus souple du bien, vous pouvez envisager de créer une SCI. Cela permet de définir clairement les parts de chacun et de mieux encadrer la gestion du patrimoine surtout. Une convention d'indivision, c'est effectivement très intéressant. Mais est-ce vraiment indispensable
Coralie, si on s'entend finalement bien au départ? Alors oui, Marc, c'est absolument indispensable. C'est un peu comme une assurance. On n'espère jamais en avoir besoin, évidemment. Mais si une séparation survient, elle peut éviter des mois, voire des années de conflit. Très sage conseil. Coralie, Julien, plutôt, je crois que vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour avancer sereinement. Coralie, est-ce que vous êtes prête pour une nouvelle question? Une dernière question. Bien sûr, Marc, allons-y, allez. Alors, cette fois, c'est Robert qui nous écrit et il souhaite savoir quels sont les frais à anticiper lorsque on se lance dans un achat immobilier. Une question qui est très pratique. Absolument, Marc. Bonjour, Robert. C'est une question essentielle pour éviter les mauvaises surprises financières. Voici un aperçu des principaux frais à prévoir. Les frais d'acquisition, qui représentent 7 à 8% du prix d'un bien dans l'ancien et 2 à 3% pour un bien neuf. Ces frais incluent les taxes, les émoluments du notaire et les frais administratifs également. Vous avez les frais liés au financement, tout ce qui est frais de dossier, généralement entre 500 et 1500 euros. Les garanties, comme une hypothèque ou une caution, qui peuvent représenter 1 à 2% du montant emprunté. Et l'assurance emprunteur obligatoire, qui coûte entre 0,2 et 1% du capital emprunté. Alors c'est vrai que l'assurance emprunteur, elle peut parfois peser lourd, Coralie, mais il y a aussi d'autres frais à ne pas oublier. Exactement, Marc. Alors, il y a la taxe foncière au prorata. C'est très courant, bien que pas obligatoire. L'acquéreur rembourse en effet au vendeur la taxe foncière pour la période où il occupe le bien après la vente. Oui. Il y a aussi... Alors, allez-y, je vous ai interrompu, mais non, allez-y. Je vous en prie. On a le temps. Il y a également les charges et les fonds de copropriété. L'acheteur devra en effet rembourser au vendeur le prorata de charges du trimestre en cours et tout ce qui correspond aux fonds de réserve et fonds de travaux. Cela doit être clairement mentionné dans le compromis de vente. En somme, Robert, il vaut mieux se préparer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. N'est-ce pas, Coralie? Absolument, Marc. Le plus important est de poser toutes vos questions au notaire préalablement à la signature. Il est là pour s'assurer que tout est clair et pour vous guider tout au long de ce processus. Merci beaucoup, Coralie, pour ces conseils et ces cas pratiques. Et merci à nos auditeurs pour leurs excellentes questions. D'ailleurs, ils peuvent continuer à nous écrire ici à Radio J. On répondra à leurs questions. On se retrouve très vite dans le Club Imo, probablement la semaine prochaine. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on va parler d'encadrement de loyer avec nos invités. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous sur Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com